Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, le magazine de BX1 qui vous propose chaque soir de décrypter l'actualité bruxelloise. Vous connaissez notre formule du vendredi, un grand témoin, les questions que vous avez pu nous envoyer et 25 minutes tous ensemble pour revenir sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Alors cette semaine, on a pu assister à une forme d'enlisement encore plus profond des négociations en vue de former un gouvernement régional avec la recherche d'un hypothétique gouvernement minoritaire, des escarmouches autour du budget et puis on a parlé logement aussi avec le vote d'une ordonnance pour lutter contre les loyers abusifs. Notre témoin cette semaine est à la tête du 3e groupe parlementaire du Parlement bruxellois, 14 députés. C'est un parti qui jusqu'à présent n'est pas associé aux négociations régionales mais qui fait l'apprentissage du pouvoir à l'échelle communale. C'est Françoise De Smet qui est avec nous cette semaine. Bonsoir Françoise De Smet, chef de groupe du PTB donc au Parlement régional bruxellois. On est 10 mois après les élections, ces négociations régionales qui semblent ne pas avancer beaucoup ces derniers jours et une majorité qui est donc pour l'instant introuvable. Est-ce qu'un gouvernement minoritaire, ce serait une bonne manière de s'en sortir ? Alors, ce qui est envisagé pour le moment, ce serait un gouvernement minoritaire avec MR et les engagés. Donc minoritaire dans le collège francophone. Dans le collège francophone, oui. Ça, pour nous, on ne va jamais soutenir, évidemment, parce que quand on voit avec la note du MR qui a fuité sur ce qu'ils veulent faire sur Bruxelles, arrêter la construction de logements sociaux, augmenter les loyers sociaux, ne pas encadrer les loyers sur le marché privé, se séparer de milliers de travailleurs et travailleuses de nos services publics, ça, c'est évident que nous, on ne va jamais soutenir ça. Ouais. Est-ce que vous ne soutiendrez même pas l'installation d'un gouvernement minoritaire, ce qui permettrait de sortir de l'impasse actuelle ? Si c'est cela qui est proposé, les engagés MR, non, même ça on ne soutiendra pas. Donc un gouvernement minoritaire, ce n'est pas exclu, mais celui-là, ça l'est. Celui-là, ça l'est d'office, oui. Ouais, alors, on va vous proposer une première question du public. Il y a eu pas mal de réactions et un certain intérêt pour la prise de parole d'aujourd'hui. Vous allez voir, question de Kadri. En tant que 3e groupe du Parlement régional, le PTB a un certain poids. Il sera intéressant de voir si, selon Françoise De Smet, leur parti pourrait contribuer à sortir de l'impasse politique actuelle et aider à construire une majorité. Bon, on va essayer de répondre à Kadri. Est-ce que vous seriez prêt à participer à une éventuelle négociation? Jusqu'à présent, vous n'avez pas eu beaucoup de rendez-vous, Françoise De Smet. Il y en a eu quelques-uns, notamment avec les informateurs. Christophe de Beukelaar, Elke van den Brand. Vous êtes prête à aller plus loin et à parler d'une participation ou pas? Écoutez, je pense que oui, c'est bien de rappeler le contexte. Pendant 8 mois, on nous a toujours mis sur le côté, on n'a jamais été invités. Puis il y a eu une phase où on a été invité 2 fois par les informateurs. Ils nous ont d'ailleurs remercié d'avoir été constructifs dans cette phase-là. C'était instructif ces rendez-vous-là pour vous? Oui, c'était instructif. Il y avait du dialogue. On est resté vraiment constructif. On a été à l'écoute aussi des problèmes qui étaient rencontrés. Et donc, je vous dis, ils nous ont remercié d'avoir été constructifs. Donc, ça s'est bien passé. Mais voilà, après, on entend quand même depuis des mois aussi que Écolo veut rester dans l'opposition. Alors, non seulement, il ne faut pas seulement être 3 d'ailleurs pour former un gouvernement, il faut aussi être 6. Ouais. Alors, si déjà du côté francophone, il y a un parti qui dit non et du côté néerlandophone, ça semble aussi compliqué. Voilà, on va pas faire de la spéculation ou imaginer des choses. Aujourd'hui, la situation est celle-là et donc ça n'est pas sur la table. Oui, c'est pas de la spéculation, c'est aussi des mathématiques. Françoise De Smet, il y a aujourd'hui 18 députés pour le Parti Socialiste, 14 pour le PTB, il y en a 7 à Écolo. Ça fait 39 sièges. C'est une majorité côté francophone. Est-ce que cette majorité-là, vous nous dites pour l'instant Écolo ne veut pas y aller, mais si on vous pose la question à vous, est-ce que vous auriez envie d'y aller ? Mais je vous dis, il ne faut pas seulement être 3, il faut être 6. Ouais. Et donc, du côté néerlandophone, ça semble compliqué aussi. Ouais. Il y a une majorité mathématiquement possible avec Groen, Vooruit et Timaïdar, par exemple. Oui, mais que je sache, ça n'est pas dans les cartons non plus. Mais c'est à vous que je pose la question, Françoise De Smet. Vous n'allez pas vous en tirer en me disant il faut que les autres veuillent. Est-ce que vous auriez envie ou pas? Oui, mais on va analyser à chaque situation, à chaque séquence, les choses qui se passent. Je vous dis, aujourd'hui, ça n'est pas sur la table. Si maintenant la situation change à l'avenir, on verra. Ouais. Alors, cette question de la majorité de gauche, elle est parfois discutée entre militants de gauche. Elle est rarement abordée dans les interviews, un peu comme si elle n'existait pas. Mais on a quand même posé la question à Ahmed Laouej cette semaine. C'était mercredi matin.
Le MR et l'Open VLD, par leur entêtement à vouloir nous imposer la NVA et l'Arizona à Bruxelles, ont mis le PS de côté, dont acte. Nous, on est des partenaires responsables, tout à fait prêts à prendre nos responsabilités. Il appartient aux autres de le considérer. Ça n'est pas le cas pour le Mans. Mais s'ils ne le veulent pas du PS, qu'ils le disent explicitement. Soit dit en passant, que ce soit au mois de décembre ou maintenant, c'est la deuxième fois qu'on cherche à nous mettre de côté. Il va de soi que nous n'allons pas brader, nous, nos valeurs, nos principes, notre projet de société pour Bruxelles. La grande coalition de gauche, elle est dans un coin de votre tête ou pas du tout? Elle est possible arithmétiquement, vous avez raison, mais elle ne dépend pas que du PS. Donc il faut pouvoir aussi, à ce sujet, interroger celles et ceux qui accepteraient de s'inscrire dans cette dynamique. Mais il est vrai aujourd'hui que finalement, les initiatives prises par le MR s'avèrent être un échec. Bon, alors, on va essayer de commenter cette petite phrase. Françoise de Spet, vous dites ça dépend des colos. Ahmed Laouej nous dit ça ne dépend pas que du PS. Qu'est-ce qui fait que c'est possible ou pas possible de penser à cette coalition de gauche en région bruxelloise? Oui, arithmétiquement parlant, effectivement, à une très court quand même. On l'a vu d'ailleurs au vote vendredi, c'était tout juste. Maintenant, je vous dis, oui, il y a un parti qui a dit qu'il voulait rester dans l'opposition. C'est écolo. Et après aussi, c'est quand même important de pouvoir discuter aussi de la vision et des projets qu'on a pour Bruxelles. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, est-ce qu'il y a quand même eu déjà des contacts? Vous avez rencontré Ahmed Laouej, Zaka Khattabi ou pas du tout? Alors, on a des contacts au sein du Parlement sur des dossiers concrets, évidemment, mais pas sur une négociation. Non. Non, vous n'êtes pas au stade de vous dire, tiens, est-ce qu'on doit monter, pas monter, qui pourrait éventuellement être ministre? Ça ne vous dirait pas, vous êtes la première ministre membre du PTB? Écoutez, moi je fais de la politique, ce n'est pas pour forcément devenir ministre, c'est surtout pour pouvoir améliorer la condition des gens à Bruxelles. Ouais, alors, autre débat cette semaine, à défaut d'un gouvernement, il va falloir quand même voter des dispositions budgétaires. Ce sera pour le mois de juin. Alors, soit on repart vers une nouvelle tranche de 12e provisoire, soit on prépare autre chose qui se rapprocherait d'un budget classique. Théoriquement, c'est cette deuxième piste que Sven Gatz, ministre du budget du gouvernement en affaires courantes, est chargé de préparer. On va écouter Hans Persons de Vooruit, le parti socialiste néerlandophone. C'est un peu du poudre au jeu, si je peux me permettre. Ça veut dire que Sven Gatz ne vous a pas encore rentré un vrai projet de budget? Non, c'est des mesures conservatoires, mais ce n'est pas un projet de budget. Et donc, on a vraiment besoin de ça, parce qu'on ne peut pas continuer avec les 12e provisoires encore une troisième fois. Maintenant, on doit vraiment avoir un budget, pas uniquement pour 25, mais commencer à négocier un budget pluriannuel. Ça veut dire que vous demandez à Sven Gatz de proposer un projet de budget pour la seconde moitié de 2025 et 2026. Soit on laisse travailler le Parlement, parce qu'on a comme un Parlement qui est actif et qui est autonome, soit le Parlement prépare avec des partis qui savent former un majorité au Parlement, il propose, il prépare un budget, soit le Parlement mandate le gouvernement. Mais il faut faire quelque chose. Alors le budget, c'est le nerf de la guerre en politique. Françoise de Smet, si dans les prochaines semaines, il y a un débat au Parlement sur un projet de budget, quelle va être l'attitude du PTB? On peut accepter de prévoir des économies ou non, on rase toujours tout gratis et il n'y a pas d'économie à faire? Alors, on n'est pas du tout dans une optique de tout raser gratis, donc c'est pas ça qu'on défend. C'est parfois ce qu'on vous a reproché dans le passé. Oui, mais entre ce qu'on nous reproche et ce qu'on dit vraiment, il y a toujours un décalage aussi. Mais sur la question du budget, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Et donc, ce qu'on a toujours dit d'ailleurs pendant la campagne électorale aussi, c'est qu'il y a un sous-financement structurel de Bruxelles, ce qui amène d'ailleurs au fait qu'aujourd'hui, on dépense plus que les recettes qui rentrent. Il y a eu des compétences supplémentaires qui ont été données, l'argent n'a pas suivi. On produit énormément de richesses, on est à 18% du PIB belge, mais en retour, on reçoit beaucoup moins. C'est que 8,5% via l'impôt des personnes physiques. Donc on a un problème structurel qu'il faut résoudre. Mais pour le résoudre, ça ne va pas se passer entre Bruxelles, ça va se passer au niveau fédéral. Il y a peu de chances que ça change dans les semaines, dans les mois qui viennent. Il n'y a pas de miracle, parce qu'alors, si on laisse ce cadre-là, d'autant plus que l'Arizona va encore enlever de l'argent d'ailleurs pour Bruxelles. Ils veulent baisser le fonds Belliris, alors qu'on a besoin de cet argent pour des projets d'infrastructure. Ils veulent donner moins aussi via l'impôt des personnes physiques. Donc Bruxelles va recevoir encore moins d'argent. Et donc, si on reste uniquement dans ce cadre, il n'y a pas de miracle. Alors, c'est la vision du MR où on va couper dans les dépenses. Mais on a besoin d'investissement à Bruxelles. Donc, les gens ont des problèmes pour se loger dignement. Les gens ont des problèmes pour trouver un emploi décent. Les gens ont des problèmes pour se déplacer. Mais on va y revenir. Mais dans le monde actuel tel qu'il existe aujourd'hui, Françoise de Spet, il va falloir trouver une majorité pour voter ce budget. Est-ce que s'il y a des économies, mais qu'elles sont relativement limitées, vous pouvez le voter, ce budget, ou pas ?
si elles sont relativement limitées et qu'elles concernent, parce qu'on a des propositions aussi, nous, pour faire des économies, hein, donc alors tout ce qui on pourrait en concerne, faire où? par exemple, tous les privilèges au Parlement, des députés, des ministres, etc. Il y a moyen, c'est symbolique, mais ça ne rééquilibre pas le budget de la région bruxelloise quand même. Hein. On s'est récupéré quelques millions. Mais à ça, comme par hasard, personne ne veut jamais toucher. On parle en milliards, on ne parle pas en millions. Ça pose des problèmes. Et puis, on a toujours dit aussi qu'on voulait bien revoir les structures, les institutions, etc. Donc ça, vous seriez d'accord? Pour les faire mieux fonctionner, mais pas en supprimant des travailleurs, des travailleuses de nos services publics. Ouais. Est-ce que, par exemple, reporter des chantiers autoroutiers ou de logement, ne pas remplacer des fonctionnaires qui partiraient à la pension, ce sont des pistes que vous pourriez envisager ou pas? Alors au niveau des travailleurs, ça c'est quand même compliqué parce que déjà aujourd'hui on a beaucoup de travailleurs dans nos services publics qui sont sous pression pour pouvoir rendre des services corrects à la population. Donc on voit très mal de devoir se séparer encore de travailleurs. Maintenant dans les grands projets, il y a effectivement l'aspect du métro où on pourrait récupérer des fonds, construire pour le moment plus de lignes de tram coûterait moins cher. Hein. Ouais. Donc vous êtes pour l'abandon du projet de métro 3 Donc on trouve que Bruxelles doit avoir un métro, mais le projet comme il est aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Et donc les coûts sont en train d'exploser avec une opacité totale de la part des promoteurs. Ça, on trouve que ça doit s'arrêter, effectivement. Et en attendant, on peut investir dans des trams pour quand même améliorer la mobilité. Ouais, je repose ma question. Ce qui coûte moins cher. Est-ce que c'est totalement exclu de voir le PTB apporter ses voix à un budget qui serait un budget de moindre mal, ou est-ce qu'à partir du moment où il y a quelques économies ou beaucoup de reports de mesures prévues, ça devient compliqué pour vous? Mais il faudra voir concrètement de quoi on parle. Ouais. Ça, c'est comme c'est pas un nom d'office. C'est pas forcément un nom d'office, mais ça va dépendre de quoi on parle et ça va dépendre de là où on veut couper. Ouais. Vous comprenez bien que derrière le budget, il y a peut-être aussi l'idée d'un gouvernement dans le futur. Je vous repose la question, est-ce qu'il vaut mieux un budget de centre-gauche qu'un budget de droite? Est-ce que pour avoir un budget de centre-gauche, le PTB est prêt à apporter ses voix? Mais on verra ce qu'il y a sur la table. Je vous dis, tant que c'est pas concret, oui ou non. Tant qu'il n'y a pas des chiffres, je ne vais pas m'avancer. Oui, alors autre thématique très importante en région bruxelloise, le logement. On va commencer par une manifestation, c'était le week-end dernier, à l'initiative du Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, et on va écouter la parole des manifestants. Moi, j'ai mes parents qui sont dans un logement social depuis à peu près 27 ans. Et ça fait au moins 23 ans qu'on a fait la demande d'une mutation. Et du coup, on n'a toujours pas de nouvelles. On a plus de 54 000 ménages en attente d'un logement social. Et on sait qu'une grande partie de la population ne s'inscrit même pas sur ces listes, sachant qu'ils attendront parfois jusqu'à 17 ans, 19 ans pour les familles nombreuses. Voici, en fait, on représente la cérémonie du dernier logement abordable bruxellois. C'était encore le dernier et voilà, il n'y en avait vraiment plus beaucoup. Et là, c'est vraiment le dernier, donc on se rassemble ensemble pour célébrer, pour commémorer son enterrement. Le logement abordable, c'est mort à Bruxelles, il n'y en a plus? Ça devient de plus en plus difficile. Je pense qu'avec tous les témoignages qu'on reçoit des familles qui sont soit obligées de prendre des appartements trop petits pour la taille de leur famille ou qui quittent Bruxelles ou qui vont se retrouver à la rue parce qu'ils n'arrivent pas à trouver où se loger, oui, la situation devient de plus en plus dramatique. C'est quoi la réponse des pouvoirs publics? Ils doivent construire des logements sociaux, ils doivent faire appel à des promoteurs privés pour que les promoteurs mettent des logements moyens sur le marché, il faut aider financièrement les locataires. C'est quoi les pistes privilégiées du PTB? Donc nous, on a toujours plaidé effectivement pour produire du logement public, que ce soit du logement social d'une part, mais aussi ce qu'on appelle les loyers moyens et modérés. Et effectivement, donc ça, c'est la région qui doit construire pour vous? Ah oui, certainement. On ne peut pas faire appel à des promoteurs privés? Ah si, mais ça rentre dans ce que la région peut mettre en place. Donc par exemple, le projet qu'on a, c'est d'imposer 30% de logements sociaux qui sont produits dans tous les grands projets privés. Donc ça serait une contribution, si vous voulez, de la part des promoteurs, ce qui pourrait permettre d'agrandir le parc de logements sociaux, parce qu'à Bruxelles, je rappelle quand même qu'on n'est toujours qu'à 7% de logements sociaux sur le territoire, ce qui est vraiment très peu pour une région où la moitié en fait, des ménages en ont besoin. Est-ce qu'il faut un encadrement des loyers? Oui, il faut un encadrement des loyers, tout à fait. Ouais. Oui. Donc pour vous, la grille, elle ne doit pas être incitative, elle doit être quelque part coercitive. Pour que la grille soit contraignante, effectivement. Ouais. Il y a eu un vote vendredi dernier au Parlement bruxellois, pas sur une grille coercitive, mais sur les loyers abusifs. C'est une ordonnance qui prolonge le dispositif qui existait déjà et qui va permettre, à partir du 1er mai, de saisir un juge de paix pour obtenir une révision de son loyer dans certains cas. Donc si on est vraiment sur un loyer abusif. Ça va tout changer ou c'est marginal, cette ordonnance? Cette
c'est un pas en avant. Et c'est pour ça qu'on l'a soutenu. D'ailleurs, on a co-signé le texte, parce que ça va être un pas en avant. Il y a quand même plusieurs milliers de loyers qui vont être concernés. Plusieurs milliers, vous pensez? Oui, je pense qu'il y aura plusieurs milliers de loyers qui seront concernés. Le juge de paix, il va entendre les deux parties. Il va entendre le locataire, il va aussi entendre le propriétaire. Ça veut dire qu'on aura des décisions de justice qui n'iront peut-être pas toutes dans le sens souhaité par les locataires. Vous acceptez ça? Bien sûr. Donc nous, on a toujours plaidé aussi pour qu'il y ait une commission paritaire locative, et c'est un organe paritaire. Ça veut dire que les locataires et les propriétaires sont représentés. Et maintenant, on va lui donner les moyens vraiment de fonctionner. Donc on verra bien les décisions qu'elle va prendre, mais au cas par cas. Ce vote droite-gauche, c'est comme ça que ça s'est passé pour cette ordonnance, il est indicatif ou pour vous c'est un épisode parmi beaucoup d'autres et ça ne veut rien dire? Alors, c'est un dossier... Donc nous, ça fait déjà très très longtemps qu'on se bat pour encadrer les loyers sur le marché privé à Bruxelles. Ce n'est pas nouveau. Donc pour nous, ça coulait un petit peu de source aussi de soutenir ce texte. On l'a co-signé et on s'est battu pour qu'il soit voté au Parlement. Et donc sur des dossiers concrets comme ça sur lesquels on peut se rejoindre, on a toujours dit on sera là, on sera constructif pour aider à voter des textes comme ça. Qu'est-ce que vous répondez... Après, ça ne veut encore rien dire pour le reste. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, par exemple, au mouvement réformateur, disent c'est une grande majorité de gauche avec le soutien des communistes, ils parlent de vous, c'est un scandale et c'est antidémocratique? Mais c'est eux qui sont antidémocratiques. Je veux dire, vendredi, ce qui s'est passé au Parlement, c'était scandaleux. Vous faites référence donc au fait que le mouvement réformateur et la NVA ont quitté l'hémicycle. Ils se sont levés, avec le Valsbelang, ils ont quitté l'hémicycle en disant, comme ça, vous n'avez pas le quorum. Donc le quorum, c'est le minimum qu'il faut pour pouvoir voter un texte. Donc ils espéraient bloquer de cette manière-là. Mais vous imaginez, depuis quand on fonctionne comme ça? Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, dans les conseils communaux, ça fonctionne souvent comme ça, François. Oui, mais en tout cas, au Parlement bruxellois, c'était du jamais vu. Mais on ne peut pas travailler comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, votez contre, et puis c'est tout. Vous avez été choqué par cette séance. Elle a été un petit peu agitée. Notamment, le président du Parlement est sorti, puis il est revenu. Ça aurait pu être un incident majeur? Majeur, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, on a été aussi choqués, je vous avoue, par la réaction du MR après, avec un tweet de David Lester qui dit c'est une infamie, etc. Non, c'est le Parlement a fonctionné, c'est tout, rien de plus. Donc, c'est pas nous qui sommes antidémocratiques, c'est eux qui ont été antidémocratiques sur le coup. Alors, on va parler transport, si vous voulez bien. On va reprendre deux questions de nos téléspectateurs et auditeurs. La première est de Sébastien, qui se fait surnommer Fantomas. J'imagine que ce n'est pas son vrai nom de famille. Il dit quand même, vous insultez la classe ouvrière avec votre politique populiste du tout à la voiture et un anti-good move dogmatique. Et puis, deuxième question qu'on va voir dans la foulée, celle de Oyo. Vous êtes pour les transports publics et la mobilité douce, mais encore plus favorable à la voiture individuelle que vous défendez partout. Vous ne soutenez jamais les projets ambitieux qui offrent une meilleure qualité de vie aux gens. Double discours, dit-il. Alors, c'est deux questions qui vont un petit peu dans le même sens et qui posent la question de savoir si le PTB, c'est pas un parti qui est plus proche des automobilistes que des cyclistes qui aiment plus la voiture que les vélos? Alors, nous, on a toujours été contre de commencer à mettre les gens les uns contre les autres. Et donc, si vous allez lire tous les articles qu'on a écrits justement sur notre vision de la mobilité, ce n'est pas du tout ça qu'on dit. Mais dans la pratique, lorsqu'il y a des décisions gouvernementales ou des votes au Parlement, vous êtes d'accord pour reporter la zone de basse émission, par exemple, et sur Good Move, vous étiez farouchement contre toutes les mailles de circulation et les quartiers épaisés. Vous n'avez pas vraiment défendu le projet. Alors, la LES, la zone de basse émission, on a toujours considéré que c'était un moyen antisocial. Donc les témoignages qu'on reçoit le confirment d'ailleurs. Ce sont souvent des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ont une petite voiture et doivent s'en débarrasser plus tôt que prévu. Et ils ont du mal à pouvoir en racheter une autre pour de nouveau rouler dans la LES. C'est ça qu'on critique dans la LES. Mais on a tout un programme pour développer les transports en commun, pour diminuer l'utilisation de la voiture, parce qu'on a un réel problème évidemment à Bruxelles pour pouvoir se déplacer. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'on est là juste pour la voiture. C'est faux. On a tout un programme de développement des transports en commun. Ça fait longtemps qu'on milite pour la gratuité de la STIP et on voit que ça fonctionne. La gratuité de la STIP, ce serait budgétairement soutenable pour la région bruxelloise et ça permettrait réellement de permettre à tout le monde de prendre la STIP. C'est déjà gratuit pour les jeunes et les seniors. Oui, et d'ailleurs, la preuve que ça a fonctionné, c'est qu'au moment où les abonnements sont passés à 12 €, on a eu une augmentation de la demande des abonnements. Vous pensez vraiment que ceux qui aujourd'hui viennent en voiture à Bruxelles, et c'est surtout les nafteurs quand même, tout d'un coup, ils vont accepter de laisser leur voiture de côté si c'est gratuit? Alors, il faut les deux. Donc, mais ce qu'on voit, c'est que il y a plusieurs villes et même un pays entier, le Luxembourg, qui est passé à la gratuité totale de ces transports, que ce soit les trains, les bus, les trams, etc.
etc. Et il y a eu une explosion de l'utilisation des transports en commun grâce à ça. Donc oui, ça fonctionne. Après, il faut évidemment développer encore les lignes parce qu'on a des problèmes de manque de fréquence, de manque d'arrêt. Mais ça suffit, cette politique incitative par les transports en commun. Il ne faut pas être du tout coercitif avec les automobilistes. Pas de contraintes pour eux. Vous pouvez être coercitif à partir du moment où vous donnez des alternatives. Oui. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ça qu'on critique dans la politique actuelle, c'est qu'on est uniquement dans le coercitif et qu'on n'offre pas des alternatives pour se déplacer. À partir du moment où vous avez les alternatives, et évidemment qu'on va pousser les gens vers les transports en commun. Alors, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour parler de ce qui se passe maintenant dans les communes, Françoise De Smet, puisque vous êtes présent dans 2 communes, à Molenbeek, à Forêt. La compétence du logement a été prise par Dick Debloc, par exemple, à Forêt. Il y a 3 échevins, à Molenbeek, pardon. Simon Debert est votre chef de file à Forêt. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan? D'abord, prendre le logement à chaque fois, j'imagine que ce n'était pas un hasard. Hein? J'étais pas dans les négociations, mais j'imagine effectivement que c'était pas un hasard. Vous êtes quand même un petit peu informé de ce qui se passe dans les communes, non? Non, elles sont relativement autonomes. C'est étanche au PTB. Ceux qui sont à la région ne s'occupent pas des communes. C'est pas une question d'étanchéité. On a évidemment des contacts, mais je veux dire, je ne veux pas commencer à aller me mêler de ce qui se passe dans chaque commune. Et donc des compétences comme les logements, la propreté aussi dans ces 2 communes-là. Est-ce qu'il y a une marque PTBiste déjà dans les accords? Et est-ce qu'on le voit sur le terrain ou c'est trop tôt pour le dire? Non, on peut déjà le dire. Donc évidemment, tout ce qui est grand projet, ça doit encore venir. Mais en tout cas, je pense qu'on a déjà notre marque sur le terrain. Donc par exemple, vous parlez de la propreté, on a nos 2 échevins, que ce soit à Forêt ou à Molenbeek, qui ont été sur le terrain, qui sont avec les équipes, qui ont appris aussi comment ça fonctionne pour nettoyer, qui regardent comment fonctionnent les outils, etc., qui sont en contact avec les gens aussi de la population, dans les rues, pour comprendre les problèmes, etc. Et on voit que ça a des effets. Donc à Molenbeek, on ramasse pour le moment plus d'encombrants, par exemple, que ce qui était fait les années d'avant. Ça va être un gain de qualité de vie pour les habitants? On pourra dire ça dans 5 ans? La question de la propreté? Ou la présence du PTB dans les exécutifs communaux? En tout cas, pour le moment, on le voit déjà sur le terrain, comme je vous le dis. Donc j'espère bien, oui. Ouais. Alors, il nous reste 2 minutes. Je vais vous proposer 2 images pour finir et vous allez pouvoir les commenter. La première, c'est Latifa Aïdbala, qui est donc passée hier du Parti socialiste au mouvement réformateur. Est-ce que vous comprenez sa démarche ou est-ce que, au contraire, vous pensez qu'elle aurait dû rendre son mandat? Écoutez, moi je ne sais pas ce qui se passe dans la tête, ni ce qui se passe dans les autres partis, mais non, ça c'est des choses que je ne comprends pas. De changer de parti comme ça, on est à peine 10 mois après les élections, et je pense qu'il y en a déjà plusieurs qui ont changé. Voilà, moi je ne ferai jamais ça. Ça veut dire que vous êtes PTB un jour, PTB toujours? Moi je serai PTB un jour, PTB toujours. Ça n'a pas été le cas de toujours tous les députés PTB. On va voir une deuxième photo, si vous voulez bien. Souleymane El Mokadem, élu au Parlement bruxellois pour le PTB et qui a annoncé il y a quelques semaines qu'il quittait le parti. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Et il y a Youssef Handichi, qui est un autre exemple, qui a quitté le PTB pour aller au MR, ce qui était un changement radical quand même. Oui, mais donc c'est 2 choses complètement différentes. Et donc je pense que Souleymane l'a exprimé sur les réseaux sociaux, c'est pour des raisons de santé. Donc c'est des raisons complètement différentes. Mais pour des raisons de santé, on peut se mettre en arrêt maladie ou diminuer son activité parlementaire. On n'est pas obligé de siéger comme indépendant. Écoutez, ça, chacun fait ses choix comme il veut et prend soin de sa santé comme il le pense. Ouais, vous êtes toujours en lien avec lui, avec Souleymane El Mokadem? Il n'est pas en train de partir pour un autre parti? Je ne pense pas, non. Vous ne pensez pas? Non. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Françoise De Smet? On aura un gouvernement bruxellois. Vous êtes prête à aider, à donner un coup de pouce, à voter un budget, à voter l'installation d'un gouvernement minoritaire, à participer à une majorité où vous dites non, le PTB n'a rien à voir avec ça, il se débrouille? Non, pas du tout. Donc on n'est pas là pour bloquer, mais on verra à chaque phase concrète ce qui va se passer et comment on se positionnera par rapport à ça. Mais on n'est pas là pour bloquer, ça on ne va pas faire. Ça veut dire que vous pourriez apporter votre soutien à l'une ou l'autre formule? On verra ce qu'il y a sur la table. Ça dépendra du projet aussi qui est proposé pour les Bruxellois, évidemment. C'est de ça qu'on veut discuter. C'est confortable d'être dans l'opposition, plus confortable que d'être dans une majorité? Ça fait moins d'obligations de compromis? Non, c'est pas une question de confortable. Et puis je pense que maintenant on a montré qu'on prenait nos responsabilités, on est monté en majorité dans des communes. Mais on va devoir discuter du projet qui est proposé pour les Bruxellois. Pour nous, ça c'est discuter du fond, c'est le principal. Merci Françoise De Smet, merci d'avoir été notre invitée ce matin, chef de groupe du PTB au Parlement régional bruxellois. On se retrouvera lundi pour Bonjour Bruxelles à partir de 6h58. Passez un excellent week-end.